Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre participation. Alors, notre sujet d'aujourd'hui porte sur comment évaluer et tester son idée de création d'entreprise. Comme d'habitude, avant de démarrer, quelques aspects techniques pour le webinaire. Donc, vous avez vu à droite, vous avez un chat où vous avez la possibilité d'interagir avec la communauté. Donc, bonjour tout le monde. Et également, il y a un onglet questions, pareil, en haut à droite, où vous avez justement la possibilité de poser toutes vos questions. Et avec Benoît, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau au maximum, même après la présentation. Alors également, sachez que nous enregistrons cette session, ce qui nous permettra de vous proposer un replay, et également la possibilité de télécharger le support de présentation. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la lettre de Bpifrance Création, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, le replay, ça sera également par ce biais-là. Donc c'est parti, on a une heure devant nous avec Benoît. Donc Benoît, qui est fondateur de la com des entrepreneurs. Donc voilà, vous travaillez avec beaucoup d'entrepreneurs depuis déjà 10 ans, c'est ça? Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Je suis très content, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire, un format que je trouve vraiment très intéressant pour échanger avec toute la communauté. Donc oui, en effet, je suis fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Comme des entrepreneurs, donc que j'ai créé maintenant il y a une petite dizaine d'années. Alors c'est un cabinet qui est spécialisé dans le business design et dans la communication. Le business design, c'est quoi? C'est lorsqu'on est en phase de création de son entreprise, on a parfois besoin d'un petit coup de main pour aider à définir son marché, à préciser son marché, à préciser ses modes de distribution, son prix, et puis peaufiner l'idée, aussi, c'est un peu le principe. Ça, c'est pour les créateurs d'entreprises. Et puis, il y a les entreprises un peu plus aguerries qui sont en phase de développement ou qui cherchent à se réinventer. Typiquement, quand on traverse une crise, et c'est le cas en ce moment, on cherche parfois à modifier, à faire évoluer son business model. Et donc, mon rôle, c'est de les aider à repenser un petit peu tout ça et à voir comment on peut faire bouger les lignes, faire bouger les choses. Et puis, de l'autre côté, donc l'aspect communication. Donc, on va travailler l'ADN graphique, l'ADN éditorial et puis l'ADN digital. Voilà, ces trois grands aspects, donc messages clés, charte graphique, logo, site web et application, enfin voilà, toute la panoplie parfaite de l'entrepreneur communicant. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors voilà, je vous l'ai dit, on a un programme qui est assez chargé comme à chaque fois, mais une heure qui va être assez dense. Là, c'est le programme de webinaire. Donc, trouver la bonne idée, où Benoît vous nous aiguiller sur les grandes tendances, également sur chasser les idées reçues. Ça peut également vous aider justement à aller à passer le cap, de vérifier la solidité de votre projet, de tester votre solution. On vous proposera quelques idées, voilà, quelques solutions pour tester votre idée. Également de donner de la visibilité à votre nouveau business. Alors, trouver la bonne idée, Benoît, voilà, les grandes tendances. Alors, trouver la bonne idée, c'est un vaste projet. On va dire que c'est le processus normal, le point de départ de tout bon entrepreneur. Il faut avoir une idée. Alors, des fois, on va focaliser sur trouver la bonne idée, le truc qui ne s'est jamais fait. On va chercher vraiment à se différencier vraiment des autres. Et c'est vrai que ça peut prendre plus ou moins de temps. Pas besoin d'être forcément très original pour avoir une bonne idée. Le tout, c'est d'arriver à faire la même chose que les autres, mais à le faire en mieux, on va dire. Donc, en termes de grandes tendances, donc je vous ai proposé ces quelques grandes tendances. Pourquoi je vous propose ça? Parce qu'on va avoir deux cas de figure. En fait. Quand on lance son entreprise, on a soit les personnes qui ont déjà une idée lors du démarrage et qui cherchent simplement à savoir s'ils sont sur les bons rails, j'ai envie de dire. Et donc, on va vérifier avec ces grandes tendances si on est vraiment raccord avec ces rails. Ou au contraire, le deuxième cas de figure, ce sont les gens qui n'ont vraiment aucune idée, qui se disent « moi, j'aimerais vraiment me lancer, le salariat, ce n'est pas pour moi et j'ai envie vraiment de créer ma boîte, de créer mon business et où je vais m'orienter ». Et donc là, cette liste de grandes tendances, elle vous permet justement de voir un petit peu quels sont les secteurs ou les environnements un peu plus porteurs. Alors, je vous en ai listé une bonne dizaine, presque une petite vingtaine. Voilà. Alors, première grande tendance, c'est ce qu'on appelle l'électronisme ou la fracture numérique. Juste pour préciser le terme électronisme, ce sont tous les gens qui ne sont pas forcément très familiers avec les outils digitaux, avec
les applications, les sites web, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai besoin aujourd'hui de répondre à cette fracture numérique. Les changements climatiques, bon, j'ai rien à préciser dessus, tout est clair, et il y a des métiers qui peuvent se lancer, des business qui peuvent exister autour de ces changements, autour de la transition énergétique également, autour de la santé, de l'amélioration de la qualité de vie, d'être en bonne santé le plus longtemps possible, puisque la durée de vie augmente. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'ubérisation de la société, la dérégulation des marchés bien établis. On va chercher à voir comment on peut ubériser et rendre plus accessible et élargir un segment particulier. Ce qu'on appelle la gig économie, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne les petits boulots, les métiers peut-être plus liés au freelance, et j'en fais partie aussi sur certains aspects. Donc cet élargissement cette freelancisation sur certains aspects de l'économie ouvre certaines portes, ouvre certaines possibilités. L'élargissement du low cost ou du low service, bon là je pense que c'est clair pour tout le monde, pas besoin trop de détailler là-dessus. La demande, le besoin de simplification du quotidien, on est dans une société où on est ultra pressé, où on a toujours envie de faire mieux, plus vite, plus rapidement. Donc est-ce qu'il y a des solutions peut-être qui permettent de simplifier encore davantage nos journées qui sont très souvent bien remplies? La fragmentation de la société, donc là aussi, je ne pense pas besoin trop de détailler là-dessus. La défiance à l'égard de certaines marques. C'est vrai que les grandes marques ont des fois des difficultés à être légitimes, à se légitimer sur certains aspects. Donc, c'est un vrai point de société. La méga digitalisation, là, c'est toutes les données, on va dire, tout ce qui est intelligence artificielle et big data, hein. La société grisonnante, c'est le vieillissement tout simplement de la population. Tout ce qui concerne la kodakisation et l'immobilisme, alors j'explique le terme kodakisation qui rejoint la société Kodak que vous connaissez sans doute de nom, et qui fait appel à des sociétés aujourd'hui aussi qui sont encore un petit peu dans ce cas, qui restent immobiles face à des grands changements, face à des grandes tendances. Et donc à nous d'identifier ces secteurs d'activité qui ne bougent pas trop et qu'on peut peut-être bousculer un petit peu, changer un petit peu, modifier l'équilibre. Tout ce qui concerne la nutrition et la préservation des ressources, l'évolution, une nutrition peut-être un petit peu différente, un peu moins carnée et un peu plus orientée sur des légumes, des céréales, des choses comme ça. La métropolisation, c'est tout simplement des services qui sont rendus beaucoup dans des grandes métropoles et qui sont peut-être moins présents dans des territoires un petit peu plus reculés ou des campagnes. Donc, comment essayer peut-être de mettre sur un point d'égalité notre territoire. Et puis enfin, chercher des innovations. Là c'est chercher je sais pas, une invention, une innovation, un nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà, donc ces grandes tendances pour les 10 ans à venir, on va dire, sont des tendances qui sont partagées par tous et voilà, sur lesquelles vous pouvez soit chercher à vous aligner, soit chercher à enlever un petit peu, à défaire cette pelote de laine et à voir ce qui se cache derrière et comment on peut, comment on peut s'instaurer, comment on peut s'installer sur ces tendances. Alors, il y a peut-être d'autres endroits pour trouver des idées. Jean-Michel, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Oui, après, voilà, c'est des pistes qui sont un peu plus, je dirais, plus simples, peut-être centrées plus sur vous. Il y a une approche qui peut être aussi effectuelle, basée sur l'entrepreneur lui-même. Vous avez peut-être sûrement, je sais pas, un talent, une expertise sur un sujet donné sur lequel on peut faire peut-être profiter le marché. Après, l'observation terrain, la veille, bien sûr, la veille peut aussi vous aider, mais des fois, un truc tout simple, mais je pense que, par exemple, le matin, quand vous vous réveillez jusqu'à le soir, lorsque vous êtes dans votre lit, tout ce parcours-là au quotidien, est-ce qu'il y a des observations, des frustrations, des choses sur lesquelles qui vous gênent et qui vous disent, ah tiens, potentiellement, ça peut être intéressant de se dire, est-ce qu'il y a une solution qui existe, également sur l'expérience vécue. Pour aller un peu plus loin, alors j'ai
enfin, pour avoir de l'inspiration. Vous avez également les plateformes de crowdfunding, où vous avez voilà, les projets qui sont en cours de financement. Bon, en général, voilà, on voit un peu les types de projets, les modes de projets, les projets qui sont en cours de financement aussi. Là, je vous ai mis tout à droite dans un rectangle, rectangle orange, voilà, sur justement, parce que la création, enfin, les idées, ça peut être également dans la franchise, dans la reprise d'entreprise. Il y a d'ailleurs, quand vous téléchargerez ce support, vous avez tout un panel de contenu sur ces différents sujets. Pareil sur les marketplaces, ça peut également vous donner également les différentes tendances de création. Bref, on peut en parler comme ça pendant longtemps, mais voilà, juste quelques pistes peut-être pour vous aider. Et peut-être que je pense aussi c'est lié à votre expérience qui est aussi personnelle. Voilà, je ne sais pas si Benoît, vous voulez compléter par rapport à ça, mais voilà, j'ai fait un panorama assez rapide sur les différentes pistes sur le sujet. D'ailleurs, il y a un lien, sur le premier lien, c'est marqué pistes pour trouver des idées. Il y a en fait tout ce que je vous ai dit, mais en plus détaillé. Oui, oui, Jean-Michel, alors je rebondis sur ce que vous dites et je vois les quelques questions des internautes qui nous suivent. Effectivement, sur les tendances qu'on a listées tout à l'heure, ce n'est pas exhaustif, hein, je tiens à préciser que ce n'est pas exhaustif, c'est pour vous donner évidemment des pistes, hein, sinon les slides seraient beaucoup plus longues. Mais effectivement, tout ce qui touche à la détente, tout ce qui touche au patrimoine, hein, je réponds à la question de Guillaume par exemple, oui, le patrimoine, il y a plein de choses, il y a énormément de choses, mais là, on a essayé de lister des grandes familles, des grandes tendances, mais on peut en rajouter, bien entendu, encore plein d'autres. Donc, ouais. Alors, un deuxième point qui nous semble très important, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a trouvé ces idées, une fois qu'on est un peu plus familier avec une orientation à suivre, on va très vite rencontrer des gens qui vont nous dire « Ouais, ton idée, ouais, c'est intéressant, oui, mais… » Donc, on va commencer à exposer son idée aux uns et aux autres. Alors, certains d'entre vous vont se dire « Ah oui, mais c'est confidentiel, j'ai pas trop envie de parler de mon idée, j'ai peur qu'on me la pique, j'ai peur qu'on me la vole. » Alors attention, une idée, ça peut se voler, mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que votre idée développée par vous, développée par Jean-Michel ou développée par moi, peut-être qu'on ne l'appréciera pas exactement de la même manière. Donc une idée peut être développée de mille et une manières. C'est ni plus ni moins le principe d'un concurrent. Un concurrent va utiliser le même segment, la même idée quelque part, et puis il va développer, il va avoir une approche du marché et des clients légèrement différents. Donc, n'ayez pas peur forcément d'exposer votre idée, sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, c'est déjà une première étape. Alors, après, on va avoir plusieurs idées reçues, ce qu'on appelle des idées reçues et des bonnes pratiques. La toute première que j'ai envie de partager avec vous, c'est déjà de ne pas écouter tout le monde, parce que c'est vrai que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs, hein, c'est le vieil adage, mais c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire « Oh là non, surtout, t'es sûr, n'y va pas, c'est un secteur qui est quand même assez bouché. » Bon. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « Ah ouais, non, c'est génial ton idée, c'est top. » alors qu'ils connaissent un tout petit peu le segment sur lequel vous vous lancez. Donc, n'écoutez pas tout le monde, ça veut dire qu'il faut que vous ayez de votre côté quand même une certaine… une certitude finalement, que vous ayez quand même un peu vos connaissances, vos a priori, mais vous cherchez simplement à valider, à interroger un petit peu autour de vous pour savoir ce que les autres en pensent. Mais c'est important d'avoir ses propres intuitions, on va dire, et ses propres certitudes. Deuxième point, c'est de ne pas créer juste un business uniquement pour se faire plaisir, puisque c'est vrai que la tentation peut être de se dire bon, je trouve pas de boulot, j'ai pas envie d'être salarié, c'est vrai que c'est bien d'être à son compte, ça me fait rêver, le côté tech, le côté start-up. Non, on ne crée pas un business uniquement pour se faire plaisir ou dans le but de se faire plaisir, on répond d'abord à un besoin. Alors, soit un besoin qu'on va créer, soit un besoin qu'on a identifié. Mais c'est vrai que la création du business, ça ne répond pas à l'envie de faire un petit peu comme tout le monde. Troisième point, c'est d'observer comment ça se passe aujourd'hui avant même que vous ayez lancé ce produit ou ce service sur le marché.
comment ça se passe? Clairement, quels sont les plans B que vos clients potentiels utilisent? Comment ils font pour vivre sans votre solution? C'est intéressant de décortiquer parce que si ça se passe très bien sans votre solution, si vous venez rajouter une difficulté supplémentaire, est-ce que la marche ne va pas être trop haute pour vos clients potentiels? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc ça, c'est intéressant de voir comment il fonctionne aujourd'hui et s'il y a un peu de place pour vous. Différencier également ce qu'on appelle l'intérêt et l'intention d'achat. Entre dire oui, votre projet est super intéressant et oui, j'achète ou je vais acheter votre projet, il y a une nuance puisque alors, si je prends l'exemple de la voiture électrique, il y en a beaucoup qui disent qui jugent que c'est bien. Pourtant, les ventes commencent à décoller aujourd'hui, hein, mais ont eu du mal à décoller. Donc, c'est vrai que cet aspect, se dire oui, je suis intéressé, oui, je trouve ça bien, mais après, mon portefeuille me dit que je ne peux pas forcément l'acheter tout de suite. Attention à bien dissocier les deux. C'est important dans votre évaluation de business parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est de faire rentrer de l'argent et pas uniquement de compter sur des gens qui pourraient éventuellement acheter. Considérez également qu'un acte d'achat, ce n'est pas toujours rationnel. C'est-à-dire que vous allez chercher de votre côté à rationaliser au maximum les choses, à dire, voilà, j'ai un prix qui est aligné par rapport à mes concurrents, j'ai un packaging, j'ai une vraie plus-value derrière, j'ai des bénéfices clients. Mais après, il y a une part de l'achat qui est irrationnelle. Vous êtes dans un supermarché, vous achetez un paquet de pâtes et vous vous retrouvez très fidèle à une marque et puis du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, vous achetez une autre marque parce que vous avez envie de tester, de goûter, d'essayer, parce qu'il y a une promotion, parce que l'emballage vous plaît mieux, parce que voilà, pour plein de raisons possibles. Donc, l'achat n'est pas toujours très rationnel, même si tout est bien ficelé au départ, on peut avoir affaire à voilà, le consommateur final reste décisionnaire. N'oubliez pas de faire tester vos premiers clients, ça c'est important, on en reparlera tout à l'heure avec Jean-Michel, mais c'est important de faire essayer vos premiers clients, de les récompenser, de leur offrir des cadeaux, voilà, c'est vraiment intéressant de les faire participer. Je pense qu'ils se sentent impliqués vraiment, on y reviendra tout à l'heure. Un produit qui est viable peut être amélioré et c'est très intéressant de faire participer les consommateurs et les clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers. On y reviendra. Vouloir vendre en direct ou en réseau, beaucoup d'entreprises, alors ça c'est aussi important, enfin les quelques clients que je croise veulent très souvent vendre en direct en se disant voilà, j'ai ma marque, je vais maintenant essayer de trouver mes clients, je vais vendre par internet, je vais peut-être avoir un magasin éphémère, je vais peut-être bref, chacun y va de sa solution. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous appuyer sur un réseau parce que plus vous vendez en direct, plus ça nécessite de la communication. C'est très bien pour moi, mais c'est moins bien pour votre portefeuille. Vendre en direct, ça veut dire être connu, ça veut dire monter son réseau de distribution, ça veut dire avoir du trafic sur son site, ça veut dire avoir un bon référencement, etc., etc. Donc, des fois, utiliser des revendeurs, un réseau de revendeurs ou de prescripteurs, ça vous permet de gagner du temps et donc aussi de l'argent. Et puis enfin, essayez de réfléchir à comment vous pourriez améliorer le cycle de vie de votre produit. Est-ce que votre produit, c'est la vente de votre produit, est-ce que c'est du one-shot, c'est-à-dire qu'on va le faire en une fois, vous le vendez une fois et puis après, il faut trouver d'autres clients ou pas. Cette solution-là, le fait de le vendre en une fois, c'est quand même quelque chose qui est très consommateur de temps, très consommateur d'argent. Donc, essayez de réfléchir à comment vous pourriez proposer un produit qui permette à la fois de fidéliser votre réseau de clients, à la fois d'essaimer, c'est-à-dire de faire connaître, d'inciter vos clients à vous prescrire, à parler de vous, et puis également comment vous pourriez avoir des produits satellites, des produits ou des services satellites à votre produit phare, parce que ça vous permet, une fois que vous avez vendu ce produit, de vendre d'autres services additionnels tout autour et donc d'avoir une certaine régularité dans votre chiffre d'affaires et d'éviter les montagnes russes quelque part en termes de chiffres.
Voilà un petit peu les quelques messages que je voulais vous faire passer au niveau des idées reçues. Je ne sais pas, Jean-Michel, si on est… Non, bah, après, peut-être pour compléter, en fait, je rejoins ce que disait Thierry Lévy dans le chat sur le fait que ce qui compte, c'est la rapidité d'exécution, et qu'en en tant que telle, l'idée n'a pas de valeur, et ça que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec Internet. Souvent, les gens me disent, ouais, mais j'ai peur qu'on pique l'idée. Bah, de toute façon, il y a Internet, c'est-à-dire qu'on peut copier une boîte qui est à 9000 km d'ici, faire la même chose à distance. Enfin, aujourd'hui, je pense que ce qui compte, c'est d'avoir votre version à vous, votre ADN. Enfin, voilà, c'est finalement de lancer quelque chose. Donc, c'est le fait de faire. Et je pense que le fait de ne pas partager l'idée, parce qu'à un moment donné, quand vous faites par exemple un questionnaire, quelque part, on s'expose aussi à un minimum, quoi. Donc voilà, après, je pense qu'il y a des manières plus astucieuses pour essayer de faire ça. Et pour compléter déjà ce qu'on a vu juste précédemment, des idées en termes d'inspiration, vous pouvez aller sur des sites comme sur la Pépitech ou Product Hunt aussi. Il y a plein de formats, il y a même des hackathons, des startup week-ends en fait, qui sont aussi destinés à ça. Ok, merci Benoît. Ouais. Alors, là maintenant, ce qu'on va voir, c'est une fois que vous avez eu cette idée, vous en avez parlé autour de vous, vous êtes un peu plus avancé dans votre cheminement, il va falloir faire ce qu'on appelle construire votre proposition de valeur. En clair, il va s'agir de mettre un petit peu sur le papier, de résumer ce que vous allez proposer, qu'il s'agisse d'un service ou d'un produit, à une entreprise ou à un particulier, B2B ou B2C. Donc, vous allez, alors c'est le schéma de gauche, c'est ce qu'on appelle la Value Proposition Canvas. Vous allez chercher à mettre en adéquation les besoins de votre client potentiel, c'est le rond, le cercle. Quels sont ses problèmes aujourd'hui? Quels sont les bénéfices attendus par ce client potentiel et quelles sont ses aspirations? Est-ce qu'il souhaite gagner du temps, gagner de l'argent, faire les choses de manière un peu plus équilibrée, être plus connu, reconnu, enfin bref, les aspirations, c'est vraiment tout ce qu'on a un peu enfoui dans notre tête et qui ne sont pas forcément clairement exprimées lorsqu'on va interroger quelqu'un lors d'une enquête en disant auriez-vous besoin de tel ou tel produit ou de telle ou telle solution. Les aspirations, il va falloir creuser un petit peu pour les comprendre. Et donc, on va mettre en adéquation donc, ce cercle, c'est-à-dire tout ce que le client potentiel souhaite, donc les problèmes rencontrés, les bénéfices, les aspirations, face à ce que vous, entreprise, donc c'est le carré, le carré qui fait face, quelle est la création de bénéfices que vous allez générer, quelles sont les solutions que vous allez apporter et surtout, quel est le produit ou le service que vous allez proposer. Donc ça, c'est vraiment la mécanique, un petit peu, c'est comme un Lego, on va chercher à voir comment emboîter ça et proposer la meilleure proposition de valeur. Concrètement, si on cherche à mettre des mots autour de ça, on va avoir ce qu'on appelle une proposition de valeur. Alors, on vous a proposé un template qui est assez simple. C'est une phrase sur laquelle il faut compléter les trous. On peut prendre un exemple. Oui, si vous avez un exemple justement pour que ce soit justement un peu plus concret, je ne sais pas, quelqu'un n'importe quoi qui lance sa formation en ligne, tiens. Oui. Imaginons, alors c'est peut-être le cas parmi ceux qui nous suivent aujourd'hui, oui, vous lancez effectivement une boîte de formation en ligne. Bon. Votre proposition de valeur, ça va être notre société de formation en ligne s'adresse à tous les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs aguerris qui souhaitent se former à distance et donc en évitant de mobiliser trop de temps dans du présentiel et donc améliorer la gestion de leur temps au quotidien. Contrairement aux structures de formation qui ne font que du présentiel ou du in-situ, je ne sais plus quel est le terme exact, mais voilà, un petit peu la manière dont on peut résumer comme ça un peu à trois, quelle est la méthode la plus simple pour résumer une proposition de valeur? Voilà, utilisez ce template, utilisez cette phrase, votre produit ou service s'adresse à tel ou tel segment de clientèle qui souhaite
combler telle ou telle aspiration, hein, vous savez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui souhaite gagner du temps, gagner de l'argent, être plus connu, être plus reconnu, voilà, en évitant ou en limitant tel ou tel problème et en améliorant tel ou tel bénéfice, contrairement à une solution existante ou à un concurrent, si vous souhaitez nommer ou citer un de vos concurrents. Voilà une technique relativement simple qui vous permet de mettre sur le papier votre proposition de valeur et donc finalement d'avoir ce qu'on appelle, alors ça on le verra peut-être lors d'un futur webinaire, mais dans votre pitch, lorsque vous allez parler de votre boîte, de votre business, très souvent, vous allez utiliser ce qu'on appelle un elevator pitch, une petite phrase, une courte phrase de présentation. Là, typiquement, vous avez toutes les billes, hein, j'ai envie de dire, pour remplir, pour préparer cette proposition de valeur. En fait, cette matrice, Benoît, celle qui est à gauche, elle sert notamment à bien comprendre qui est son client, en fait, c'est ça, hein. Quels sont ses problèmes et qu'est-ce qu'il recherche en termes de bénéfices. Ah oui, parce que en fait, mettre en exergue les problèmes, c'est quand même capital. On en parlait tout à l'heure en tout début d'intervention. On ne crée pas une boîte pour se faire plaisir, même si je rebondis sur ce que quelqu'un a répondu tout à l'heure. Créer une boîte, c'est aussi se faire plaisir. Et je suis tout à fait d'accord, évidemment, c'est toujours mieux de travailler sur quelque chose qu'on connaît et qu'on aime faire. Mais créer une boîte, c'est surtout pour répondre à des problèmes. Et nous, tous autour de nos ordinateurs, tous autant que l'on est, on a tous des problèmes au quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher à, je ne sais pas, à économiser sur telle ou telle dépense, à gagner du temps, à gagner… Bon, bref, on a des problèmes, on a des choses qui nous empêchent de vivre encore mieux. Et donc, c'est intéressant et c'est nécessaire d'abord d'identifier ces problèmes. En anglais, la traduction, enfin, cette value proposition, sur la terminologie anglaise, c'est pain, c'est-à-dire douleur. C'est-à-dire que le problème, c'est quasiment la douleur, c'est ce qui vraiment motive et stimule votre client, c'est à quelle douleur devez-vous faire face, et donc quelle antidouleur, quelle solution allez-vous proposer. Vous voyez qu'on est loin de j'ai envie de créer une boîte parce que j'ai envie de créer des stylos qui seraient non pas comme ça, cylindriques, mais carrés. Bon. Si ça peut vous faire plaisir, tant mieux, mais il faut que ça réponde à un vrai problème. C'est ça que je veux dire. Il faut que ça réponde à une vraie difficulté que rencontrent vos clients potentiels. Donc, au passage, le livre est excellent. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et donc du coup, avec un business model solide. Alors là, c'est une méthode qui peut être intéressante, celle-là. Voilà, alors c'est une fois qu'on a rempli un petit peu ces différentes cases, on a cherché à mettre en adéquation donc l'offre et la demande quelque part, hein, c'était le schéma de tout à l'heure du business model Canvas. Une fois qu'on a cherché à remplir cette value proposition, on va se dire, voilà, mon modèle économique, j'ai envie de le construire de telle ou telle manière. Ce qui est intéressant, c'est de l'évaluer, c'est-à-dire lui donner une note. Alors, c'est vous qui allez vous auto-évaluer. Hein. Ça n'a d'intérêt que pour vous voir un petit peu la tendance. Est-ce que vous êtes solide sur vos deux jambes ou pas? Est-ce que le modèle vous semble un petit peu fragile? Alors, pour ça, je vous ai listé 7 critères, on va dire. Imaginez que vous puissiez les noter entre 0 et 10. 10 étant une très bonne note, 0 une très mauvaise note. L'idée, c'est que vous soyez le plus proche possible de 70 pour avoir, a priori, un modèle économique solide. Alors, le premier critère, c'est de savoir, de manière très transparente, interrogez-vous, posez-vous la question, est-ce que votre business model vous protège de la concurrence? Est-ce que votre business model est facilement copiable? C'est ça que ça veut dire derrière. Donc, mettez-vous vraiment face à ce que vous avez en tête et dites-vous, oui, mon business model est très facilement copiable, donc là, vous aurez 0, ou non, mon modèle est infalsifiable, incopiable, là, vous aurez 10. À vous de voir où vous mettez le curseur. Faites croître votre business model, est-ce que c'est très simple? Faire croître, imaginez, est-ce que vous êtes l'homme avec un grand H, homme-femme, je veux dire, clé de votre entreprise?
Est-ce que vous avez la possibilité d'étendre votre modèle partout, je ne sais pas, partout en France ou dans le monde? Je pense à la franchise, par exemple, un système de franchise. Bref, est-ce que pour faire exister, pour étendre votre marché, est-ce que ça peut se faire facilement ou pas si simplement que ça? Donc, si ça se fait facilement, vous aurez plutôt 10. Si c'est difficile, vous aurez plutôt 0. Est-ce que vous avez beaucoup de frais fixes? Ça, c'est un point important aussi, c'est-à-dire que quelques entreprises ont des frais fixes énormes avant même d'avoir vendu. Ils vont avoir des frais pour des locaux, ils vont avoir des frais pour une licence, pour voilà, des frais fixes qui sont vraiment très très importants et qui viennent plomber la trésorerie. Donc, frais fixes très importants, proche de 0, frais fixes relativement souples, proche de 10, une note proche de 10. Êtes-vous plus cher que vos concurrents à périmètre égal? Voilà. Si vous faites la même chose que les autres, mais vous êtes un peu plus cher, alors il va falloir le justifier. Soit vous êtes sur un segment haut de gamme luxe, bon, pourquoi pas, mais sinon, ça va être un potentiel handicap. Est-ce que vous générez des revenus immédiatement? En clair, vous lancez l'entreprise demain, est-ce que après-demain, vous pouvez commencer à espérer avoir des premiers revenus? Ou bien est-ce que les revenus risquent d'attendre peut-être 1 an et demi, 2 ans? Dans quel cas, plus ça attend, plus c'est difficile à supporter pour votre budget. Est-ce que votre business model permet de fidéliser vos clients et donc de générer des revenus récurrents? Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la possibilité d'avoir des clients qui viennent et qui reviennent voir votre site, votre magasin, peu importe. C'est toujours intéressant puisque fidéliser un client, c'est investir finalement sur une relation durable et la fidélisation coûte moins cher que l'acquisition finalement. Et puis enfin, est-ce que vos clients peuvent changer de solution à tout moment? Je prends l'exemple de la machine à café d'une grande marque bien connue. Si vous avez acheté cette machine et que vous achetez les capsules au quotidien, changer de marque parce que du jour au lendemain, vous vous dites je veux passer sur des capsules papier au lieu de ces capsules aluminium, ça veut dire qu'il faut changer de cafetière. Donc, c'est un peu plus impliquant, on va dire, comme changement de choix, comme changement de solution. Donc voilà, à vous de voir si, dans votre cas, vos clients peuvent être volatiles ou pas. Voilà. Ok. Et si vous avez des choses à rajouter. Du coup, Benoît, le but du jeu, c'est en fonction des notes que les gens en fait évaluent par rapport en fait aux questions. En fait, ils ont une note sur 70 et ça peut déjà leur donner une première orientation. C'est ça. Exactement. L'idée, c'est d'avoir déjà au-dessus de la moyenne, hein, c'est-à-dire au-dessus de 35. Donc, si vous avez un résultat qui est, je sais pas, 40, 50, 60, bon, c'est plutôt satisfaisant. Si vous avez un résultat qui est proche du 15 ou du 20, voyez ce que vous pouvez modifier déjà pour sécuriser un petit peu plus votre modèle. Et aussi peut-être pour répondre à Jean-Baptiste Vidal sur justement la hauteur d'une barrière. C'est ça que d'un projet à un autre, une personne à une autre, la barrière va être bien sûr variable. Hein, bien sûr. Bien sûr, qu'une grosse boîte qui a X budget. C'est ça que moi justement je dis, il faut secouer son imagination et pas son porte-monnaie. C'est important, et de se dire voilà, avec les moyens que l'on a, avec les moyens que l'on a nous entrepreneurs, se dire finalement comment on peut faire. Exactement. Mais enfin bref, on pourra en parler justement juste après. C'est tester votre solution. Alors oui. Voilà. Vas-y. Oui, effectivement, tester sa solution. Donc, une fois qu'on a validé la solidité de ce modèle, on se dit maintenant, j'ai ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un Minimum Viable Product, c'est-à-dire un produit qui presque parfait, on va dire, hein, voilà, qui peut vivre comme ça sur le marché. La méthode qu'on appelle le Lean Startup, alors
petite précision, parce que c'est vrai qu'il y a le mot startup dedans et ça peut faire réagir certains. Ça ne s'adresse pas qu'aux startups, c'est le nom qui est comme ça, mais le Lean Startup, c'est la capacité que vous allez avoir, que l'on va avoir à évaluer son projet en temps réel, finalement, sur le marché. On va construire une solution, donc c'est l'étape 1, et puis on va commencer à tester à petite échelle ce produit. On va impliquer ces premiers clients et on va les faire réagir, on va les faire tester, on va récupérer de la donnée. Et de cette donnée, de ces datas, on va apprendre et on va retirer un enseignement qui va nous permettre d'améliorer le produit jusqu'à avoir quelque chose de… Alors, la perfection n'existe pas, mais de presque parfait. D'accord ? C'est l'idée d'une Lean Startup, c'est je construis, je mesure, j'apprends et donc je modifie. Hein. Alors, comme je disais, ça ne s'adresse pas qu'aux startups, c'est applicable à tous les modèles, et ce n'est pas forcément quelque chose qui s'applique uniquement au début et après plus rien. C'est quelque chose qui peut s'appliquer tout au long de la vie de l'entreprise. En clair, alors, on va le faire au quotidien non plus, parce que sinon ça va devenir très consommateur de temps et d'énergie, mais régulièrement se poser la question, que l'on soit dans les services comme je suis, dans la production la proposition de produits ou d'autres activités, régulièrement se poser la question, est-ce que ce que je propose est adapté au marché? Comment je peux faire pour l'améliorer? Est-ce que je peux peut-être interroger des personnes pour en savoir un peu plus? Alors, l'interrogation, et je pense que Jean-Michel, vous allez nous aider un peu là-dessus, mais interroger ces clients, ça peut prendre différentes formes. Ça peut simplement être de l'informel, par téléphone, en discutant avec les gens. Ça peut être lors d'événements particuliers. Ça peut être via je sais pas, des emailing, des choses comme ça, ou peut-être par des questionnaires. Hein. Je ne sais pas, Jean-Michel, si… Oui, alors je pense juste une petite aparté par rapport au feedback. C'est ça qu'à ce moment-là, dans cette méthode du Lean, où en fait c'est une méthode par itération, même si votre produit ou service n'est pas, je dirais, fini, c'est bien quand même de le confronter assez rapidement sur le marché. Moi, je trouve que c'est une opportunité, comment dire, c'est un moment de vérité, si on veut, de savoir si voilà ce que je propose avec, je dirais, les fonctionnalités de base. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un intérêt ou pas sur le marché? Et aussi, je rejoins ce que disait plus haut, Thierry Lévy, qui disait que ce qui est important, c'est la rapidité d'exécution, et qu'effectivement, les feedbacks, c'est bien d'en avoir au plus tôt. Moi, je peux vous témoigner un grand nombre d'entrepreneurs que j'avais rencontrés auparavant, et en fait, ils étaient chez eux en train de travailler sur leurs produits ou leurs services, enfin bref, leur offre, pendant plusieurs mois. Et quand ils sont venus sur le marché, et ben, à un moment donné, ils m'ont dit, mais en fait, monsieur Lee, on ne vend pas. Et moi, ma question première, c'est est-ce que vous avez vraiment confronté votre produit de service sur le marché? Vous avez fait un questionnaire? Est-ce que vous avez posé des questions à vos clients? Est-ce que vous les avez rencontrés? Et ils m'ont dit oui, mais c'était pas, et ils m'ont dit oui parce qu'ils parlaient d'un panel qui était très très restreint, mais au final 5 personnes, en tout cas c'était le cas, c'était pas suffisant. Donc feedback au plus tôt, et aussi je pense aussi l'une des clés du feedback, c'est de pas c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est important, c'est de pas le prendre pour soi. Des fois, quelqu'un vous donne un feedback. Un mauvais feedback, je trouve que ce mauvais feedback a beaucoup d'importance, parce que déjà, il a pris le temps d'écrire quelque chose, donc quelque part pour lui, ça compte, et le prendre plutôt comme une information et pas le prendre pour soi. Voilà, c'est une petite parenthèse, parce que du coup, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui le prennent mal, toute cette flopée. Des fois, quand on lance une landing page ou un questionnaire, ça peut, tous les flux peuvent… c'est de l'info, mais des fois, il faut bien la traiter. Et donc, juste pour faire le lien avec ce que disait Benoît là à l'instant, sur le questionnaire, donc vous verrez sur le support, il y a une méthodologie pour faire son questionnaire. Oui, parce qu'il y a une méthodologie, parce que j'ai déjà vu des questionnaires dès la deuxième question, c'était quel est votre revenu annuel. Enfin, voilà, en fait, en général, on pose des questions qui vont être attractives, qui vont s'intéresser aux gens.
Et après, finir petit à petit, voilà, enchaîner sur le profil. Alors après, c'est un format général. Il y a également des liens sur les différents outils qui existent, hein, mais il y a la version gratuite que vous trouverez. Et il y a aussi un cas super intéressant, c'est le cas Fempo, je vous ai mis le lien également, où en fait c'est Fanny et Claudette qui lancent leur culotte menstruelle c'était en 2017, et ils ont lancé un questionnaire justement sur ce sujet-là, sur justement du fait que les tampons c'était mauvais pour le corps, etc., etc. Et en fait, ils ont mis en avant, je dirais, cet angle-là. Et en 2 jours, en 48 heures, c'est ça, ils ont eu 3000 réponses. Donc voilà, c'est aussi un moyen pour toucher sa cible rapidement, pour se créer une communauté, parler à des gens. Là, je vous ai mis à gauche quelques tips assez rapides, mais dans le contenu, réaliser un questionnaire, il y a quand même un peu plus de détails. Mais en tout cas, je pense que faire un questionnaire, ça peut aussi être un moyen pour parler aux gens. Voilà, quand vous lancez votre idée, votre projet au stade de l'étude de marché, et même pas que à ce moment-là, c'est même également de le faire et de l'industrialiser à chaque fin de prestation. C'est encore notre sujet, mais voilà, c'est le fait de poser, enfin de faire ce questionnaire, je trouve que c'est important, ouais. Ça a son sens en tout cas. Et pour répondre, je vois une question d'Emmanuel qui dit un questionnaire avec 240 réponses, ça commence à être significatif. Oui. Alors, Jean-Michel, vous en avez parlé, effectivement, différence entre quantitatif et qualitatif. C'est vrai que les enquêtes qualitatives, c'est-à-dire où on va demander aux personnes de donner une opinion, on va poser des questions un peu ouvertes finalement. Et donc, pour une enquête qualitative, un faible volume peut être suffisant. Donc là, Emmanuel, quand vous dites 240 réponses, si c'est du qualitatif, ça va vous faire beaucoup de choses à analyser, donc c'est pas mal, hein, c'est de la matière. Mais effectivement, si c'est du quantitatif, même si c'est du quantitatif, ça suffit amplement, puisqu'effectivement, à partir d'une centaine de réponses, une centaine de personnes interviewées, on commence déjà à avoir des résultats plus que satisfaisants. Ouais. Et après, c'est important que les gens qui vous répondent soient des gens qui sont dans votre cible, parce que c'est pareil, des fois, j'ai le cas d'entrepreneurs qui font des questionnaires, mais ils interrogent leur mère, leur tante. Voilà, enfin, si elles sont dans la cible, ok. Si elles ne le sont pas, pour le coup, c'est pas forcément pertinent. Ouais. Et effectivement, Thierry, je rebondis sur votre remarque. Oui, intérêt n'est pas intention d'achat, on l'a dit tout à l'heure, et j'adhère totalement, évidemment, même avec 2400 réponses. Mais bon, on commence à voir quand même une petite tendance. Mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas mis le pied dans l'eau, on ne connaît pas la température exacte. Hein, donc il faut à un moment se jeter à l'eau et puis mettre le produit sur le marché et voir comment ça réagit et comment c'est ce que disent les clients, si effectivement le prix est trop élevé, voilà. Mais bon, là, ça permet déjà quand même de dégager au moins une première tendance. C'est le test avant la situation réelle. Juste pour répondre à Sonia, où trouver la cible, je pense que avant de dire où trouver la cible, c'est de dire déjà qui sont mes clients, qui sont mes clients, qu'est-ce que je vends et à quoi ça va résoudre. Et puis après peut-être que par ce biais-là, on peut trouver, on peut déjà trouver un premier filtre sur mes clients. Après, voilà, Benoît, vous l'avez dit, il y avait différentes catégories de clients, les grands B2B, B2C, puis en dessous, vous avez des sous-segments. Et le but du jeu, le fait de faire tout ça, c'est quelque part, oui, c'est qu'on s'intéresse aux clients, on apprend à connaître ses frustrations, ses comportements, ses habitudes, qui fait que demain, lorsque je vais vendre mon produit ou service, j'aurai une meilleure pertinence sur le marché, une meilleure pertinence dans les mots, dans l'argumentaire de vente. Ok, alors je vais avancer un peu. Dernière partie sur donner de la visibilité à votre business. Alors, ça c'est un passage, oui, c'est effectivement un point qui est important sur lequel on peut rebondir, puisque j'ai vu une question, je ne la retrouve plus dans la liste des questions, mais quelqu'un qui disait tout à l'heure, mais comment, je crois que c'est Cécile, voilà, j'ai retrouvé, comment peut-on faire pour soumettre ce questionnaire? Alors, soumettre le questionnaire, c'est effectivement, on peut passer par une landing page, un mini-site. Typiquement, le mini-site, ça va permettre de faire ses premiers pas, finalement, d'exposer pour la première fois sa marque au plus grand nombre. C'est le site Internet, on va dire que c'est la pierre angulaire du dispositif de communication. Alors, pour créer un mini-site, on va créer là aussi une version bêta, une version évolutive.
C'est-à-dire qu'on va créer un site ou une application avec une technique qu'on appelle de l'open source. Alors, l'open source, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien ces aspects-là, c'est quelque chose qui permet de faire un site Internet sans mettre les mains dans le code, sans connaître spécialement l'informatique. L'open source, c'est une technique c'est un peu comme des outils de bureautique, si vous voulez. Vous faites un site Internet comme vous faites une présentation PowerPoint ou quelque chose comme ça. Donc, l'open source, l'avantage, c'est que c'est une technique qui est très adaptée au Lean Startup, c'est-à-dire que c'est une solution qui est peu onéreuse et facilement évolutive. Alors, pour le web, on utilise du Drupal, Wix ou WordPress, hein, qui est aujourd'hui la solution la plus utilisée dans le monde pour les sites Internet. Bubble pour construire des applis, pareil. Open source, effectivement, c'est libre d'utilisation. La licence est libre d'utilisation et d'exploitation. Merci Jean-Baptiste. Alors, les objectifs, c'est que ça permet vraiment d'initier, de démarrer, de donner le top départ, finalement, de votre communication. Ça vous permet de vous lancer sur les réseaux sociaux, d'aller directement commencer à faire connaître votre marque sur Insta, sur YouTube ou sur LinkedIn, par exemple. Ça vous permet également d'initier votre référencement, donc le SEA, SEO, c'est-à-dire le référencement payant ou le référencement naturel. Votre site, le fait qu'il soit sur Internet, va commencer à générer des briques, enfin des liens avec le reste de la toile. Ça va vous permettre d'agir également sur vos relations presse, relations publiques, donc de commencer à faire parler de vous. Si vous rencontrez des gens qui doivent ou qui peuvent parler de votre marque, vous avez déjà un support qui n'est pas parfait, qui n'est pas complet, qui n'est pas exhaustif, mais qui est déjà la version bêta également de votre projet, de votre produit. Et sur ce site, vous allez commencer à inscrire ce qu'on appelle les messages clés, c'est-à-dire pouvoir résumer, ce qu'on a vu tout à l'heure, évidemment, la proposition de valeur, c'est-à-dire résumer en quelques mots votre produit, à qui il s'adresse, pourquoi, comment, voilà. Et puis, avoir sur cette landing page, être capable de répondre, j'ai listé ici là, les 7 messages clés que vous devez au moins, à minima, retranscrire sur ce site. Alors, en anglais, on appelle ça les 5 W. En français, c'est les CQQ, c'est occupé, c'est-à-dire comment fonctionne votre produit ou votre service, qui se cache derrière, quand vous vous adressez ou quand on peut utiliser votre produit ou votre service, combien ça coûte, donner un ordre de grandeur, où on peut le trouver, où vous êtes situé éventuellement, qu'est-ce que c'est, donner le maximum de détails, le mode d'emploi, l'utilisation directe, et puis aussi et surtout pourquoi. Répondre au pourquoi, c'est intéressant et c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut justifier quelque part la naissance de ce produit ou de service, puisque si ce n'est pas justifié, les gens vont se dire oui, d'accord, ok, oui, c'est très bien, c'est une bonne idée, mais enfin, à quoi ça va me servir? Donc, le pourquoi, vraiment justifié, ça permet de mettre un peu dans un contexte réel le client potentiel face à son mode d'utilisation et de consommation du quotidien, et donc de justifier quelque part votre prestation. Voilà, donc après, on peut créer peut-être les landing pages. Alors, je sais que Jean-Michel, vous vouliez insister sur peut-être sur la forme, cette fois-ci, ouais. Quelle forme ça peut prendre, la landing page? Alors, on a c'est un parti pris, mais on a fait, ça peut être l'objet d'un webinaire en entier sur comment construire une landing page et comment faire. On a quand même voulu mettre quelques tips, je dirais, pour vous. Alors, la landing page en français, bien sûr, je suis d'accord avec Gilles et d'accord avec Christophe. Évidemment, si on peut utiliser un maximum de mots en français, c'est mieux. C'est une page d'atterrissage. Là, qui, à la différence d'un site internet, la landing page, c'est que c'est comme, c'est une page de vente en fait. Par exemple, pour ceux qui ont un profil Facebook, lorsque vous cliquez sur un lien sponsorisé, en général, ça vous amène sur une autre page en fait. Et en général, c'est une landing page. En fait, voilà, c'est une page qui explique ce que je vends, pourquoi, la raison, etc., qui vous pousse à deux choses, soit à fermer la page parce qu'elle ne vous intéresse pas, enfin le contenu ne vous intéresse pas,
ou soit ça vous intéresse, du coup, je peux laisser un mail, je peux laisser un téléphone, enfin un mail téléphone, un contact, pardon. Vous pouvez laisser vos coordonnées, télécharger une documentation, s'inscrire à un webinaire. Enfin, en fait, ça dépend de l'objectif que vous avez derrière. Mais voilà, c'est une page de vente qui permet justement de voir si votre produit ou service intéresse les gens. Après, avant de faire ça, il faut, ce que je recommande beaucoup, c'est je regarde énormément ce que fait enfin, entre guillemets, les concurrents ou les avis qui sont laissés. Parce que les avis laissés par les gens, c'est le mot du client. Et souvent, vous pouvez reprendre leurs mots pour justement, je l'ai vu un grand nombre de fois, hein, pour justement être au maximum, je dirais, sur l'empathie client. Sur le client, voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il dit, pas trop dénaturé. Et ensuite, voilà, en comparaison, c'est de dire qu'est-ce que vous proposez en termes de solutions. Là, c'est quelques conseils, mais en tout cas, toutes les informations sont sur le lien qui est précédent. Là, c'est marqué landing page. Quand vous le téléchargerez, vous aurez le détail sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est une page qui permet, je dirais, de présenter ce que vous faites. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je sais que Jean-Baptiste Vidal est très, très aguerri sur les outils. Il y a plein d'outils maintenant pour faire ça. Il n'y a plus besoin de savoir coder. Vous avez Strikingly, Instapage, Webflow aussi qui fait très bien ce travail-là. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est du texte, c'est des visuels. Et tout ce qu'on s'est dit depuis une heure, c'est le fait de parler au client, de le rencontrer, parce que tous ces mots, tous ces éléments-là vont beaucoup vous aider sur la construction de votre page en termes d'écriture. Après, si on veut l'optimiser, voilà, on peut aussi faire 2 landing pages aussi, voilà, pour voir celle qui convertit le mieux, enfin celle qui marche le mieux. Et donc voilà, dans l'esprit. Et là, on vous a mis, partez du principe que en fait on scroll, parce que on pouvait pas scroll, enfin on pouvait pas faire ça sur une seule slide, sinon ça serait un peu illisible. Une landing page efficace, en général, c'est entre 5 et au moins 5-6 sections. Parce que quand elle est trop courte, l'internaute perd en confiance et on manque d'éléments, au moins d'éléments de réassurance. Mais voilà, je vous ai mis, les grandes lignes qui permettent de faire, enfin, de vous inspirer, en tout cas pour faire peut-être la vôtre, si vous êtes intéressé. Quand on parle de CTA, excusez-moi, je ne l'ai pas défini, mais CTA, c'est le call to action. C'est souvent le fait que l'internaute clique dessus et en fait, il va laisser justement, soit il va répondre à un questionnaire, comme je vous disais, ou soit il va laisser ses coordonnées parce que ce que vous faites l'intéresse. Donc le CTA, il est répété de manière assez régulière sur la page. Il y a des comparatifs aussi qui sont possibles entre le avant et après. Qu'est-ce qui se passe lorsque le client passe par vous? Et petit à petit, voilà, on va détailler l'offre et ainsi de suite. Donc là, partir du principe que voilà, on scrolle parce que depuis qu'il y a les téléphones portables, notre pouce a l'habitude de scroller. Donc si vous voulez, ça fait partie du jeu. Ensuite, on va rassurer la personne sur qui est l'intervenant. Par exemple, tout à l'heure, Benoît avait parlé de la formation en ligne. Pour le coup, là, ça peut être adapté. Là, pour le coup, on met la photo de l'intervenant sur son parcours, sur qui il est. Et ensuite, éventuellement, si vous avez des références clients, parce que les références clients, ça aide beaucoup aussi à vendre. Et le call to action qui va bien. Voilà, c'est un exemple. C'est un template. Moi, ce que je vous recommande en tout cas, c'est d'aller vous faire regarder ce que font les autres soit dans vos domaines d'activité ou même en dehors. Hein. Moi, j'aime bien m'inspirer ce que font les autres. Voilà. En tout cas, c'est des idées pour pousser un peu le travail sur comment tester une idée, comment l'évaluer. Et en fait, pour aller encore plus loin, si vous êtes à l'aise avec la landing page, ok. Mais si vous êtes à l'aise avec Google Ads, Facebook Ads aussi, on peut faire en sorte que cette partie de test soit extrêmement courte.
Moi, je vois aussi je vois des gens en fait qui le font en 24-48 heures. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un budget qui vont être d'une centaine d'euros. Et en fait, en l'espace de 1 à 2 jours, on sait si votre produit ou service va intéresser ou pas les gens. Donc voilà, c'est juste quelques recommandations. Est-ce que Benoît, vous voulez compléter? Oui, je voulais juste rajouter, si vous permettez, Jean-Michel, un petit point là-dessus sur la page web. Là, c'est plus un aspect communication. N'oubliez pas que la lecture sur écran n'est pas la même que sur papier. La lecture sur un smartphone n'est pas la même que sur un écran bureau, hein, un PC de bureau. Globalement, l'œil sur l'écran, sur un écran bureau, hein, je parle, fait en général un Z. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller de gauche à droite, puis on redescend façon Z. Donc, pensez à ça sur chacun des écrans que vous proposez, les informations importantes et moins importantes, où est-ce que vous les situez pour favoriser ou pas le clic. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, l'importance de l'information se fait selon un F. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est très important va être en général sur la gauche et l'information complémentaire sera sur la droite. Plus on va aller vers la droite, plus l'information sera complémentaire et de second niveau. D'accord ? Donc, je dis ça pour les informations contextuelles, sur les documents à télécharger, les choses comme ça. Donc, l'info importante à gauche. Et puis, sur une ligne qui dessine un F, on va dire, sur la partie droite, donc les éléments de complément d'information. Voilà. Ouais. Ok. Après, il y a une question de Jean-Baptiste Vidal. Dans le cas d'un projet très en amont du go-to-market, n'est-il pas prématuré de créer une landing page portant son questionnaire marché? Ok. Pardon, c'est pas ça au-dessus. Prématuré, oui, si on est sur un projet qui est encore très embryonnaire, se lancer sur un questionnaire, ça paraît un peu délicat. Mais si vous êtes sur un projet très embryonnaire et que vous avez besoin finalement du concours de plusieurs personnes, bon, ça peut être intéressant parce que si vous êtes sur un questionnaire un petit peu façon qualitatif, ça vous permet de recueillir des idées. Alors, même si je disais tout à l'heure de ne pas écouter tout le monde, mais là, si vous avez besoin d'aide pour récupérer de l'info, bon, pourquoi pas. Mais d'une manière générale, si vous êtes vraiment très très en amont et que le produit n'est pas encore prêt, lancer les questionnaires, c'est peut-être un petit peu tôt. Enfin, je ne sais pas ce que... Oui. Michel. Je vous rejoins dessus. Oui, tout à fait. Après, une question également de Adeline Legendre. Avez-vous des noms de plateformes pour mettre en place un site en ligne pour des formations à distance? Je ne sais pas si vous avez ça dans votre besace, Benoît. Alors, je pourrais renvoyer moi un mail. Je pense qu'il va y avoir mes coordonnées quelque part. Je pourrais vous donner. Oui, j'ai pas là un bullet pour point comme ça de plateforme. Bon, je sais que c'est possible sous WordPress. Enfin, moi, je travaille pas mal sur ce support avec les clients que j'accompagne, et c'est vrai qu'il y a des templates, il y a des gabarits qui permettent de faire des solutions de formation en ligne très, très simples, où vous pouvez réserver votre formation, vous pouvez animer en live, donc faire des webinaires comme on le fait aujourd'hui. Oui, il y a des solutions déjà sous WordPress, mais après, vous, ce que vous me dites, Adeline, alors je ne retrouve plus votre question, c'est peut-être plutôt... avez-vous les noms de plateformes? Quand vous dites plateforme pour mettre à distance, est-ce que vous parlez de plateformes de CMS, enfin d'outils, comme on disait tout à l'heure, WordPress, ou est-ce que ce sont des plateformes plus de type marketplace? Quel est ce que... Enfin, voilà. Si vous pouvez juste préciser que je puisse vous répondre, ou sinon vous m'envoyez un mail et je vous répondrai en dehors du webinaire. Ok. Question de Sébastien. Mon projet nécessite, dans l'onglet questions, mon projet nécessite un gros investissement pour fabriquer mon produit. Puis-je le réaliser sans apport financier personnel? En général, quand on lance, Benoît, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on lance un projet de manière générale, ça demande toujours un peu de fonds. Après, je ne sais pas ce que vous entendez par gros investissement, mais tout à l'heure, Benoît avait parlé de l'histoire du MVP, du produit minimum viable en français.
voilà, ça peut être un prototype, je dirais, version A, mais voilà, est-ce que ça, c'est des choses, en général, ça, c'est des choses sur lesquelles l'entrepreneur, en général, fait ou finance. Après, ça dépend du projet, encore une fois. Après, ça dépend du projet, bien sûr. L'argent, pour compléter, Jean-Michel, l'argent, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Avoir un peu de fonds au départ, ça reste quand même nécessaire. Alors, c'est ce qu'on appelle soit vos économies, soit parce que vous avez quitté votre entreprise et vous êtes parti avec une petite somme, soit parce que c'est de la love money, donc c'est-à-dire c'est votre famille, votre entourage qui vous prête un petit peu d'argent. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un minimum. D'autant que si vous souhaitez investir, alors vous pouvez faire appel aussi à de business angels, vous pouvez solliciter un certain nombre de concours également, de concours de créateurs d'entreprises qui peuvent aussi vous apporter un peu d'argent. Mais si vous allez voir demain une banque, la banque va vous demander quand même d'avoir un minimum d'apport. Et si vous arrivez et que vous empruntez 100% du capital, la banque risque de ne pas vous répondre favorablement. Donc il faut quand même avoir un minimum de capital et emprunter ce dont vous avez besoin, surtout en phase de création d'entreprise, parce que c'est vrai que l'emprunt est plus facile avant même d'avoir bouclé 1 ou 2 exercices. Pour peu que vous ayez un exercice fiscal qui soit pas aussi bon que ce que vous aviez espéré au bout de 2 ou 3 ans, la banque aura plus de difficultés ensuite à vous prêter de l'argent. Donc il vaut mieux la solliciter, enfin à mon sens et d'expérience, la solliciter plutôt dès le début. Yes. Et du coup, Benoît, j'ai également une autre question de M. Vidal. Quelles grandes approches, méthodes ou démarches utilisez-vous pour accompagner les entreprises dans la construction de leur modèle économique? Alors, ça va prendre différentes formes, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment, alors les modèles, bon, il y a ceux qu'on a décrits tout à l'heure, il y a plein de techniques marketing dont on pourrait discuter pendant des heures, mais disons que l'aspect, moi, dans les accompagnements, dans ce que je propose, en général, on essaie de faire vraiment un ping-pong. Alors, ça se fait à distance ou en physique, ça se fait en visio ou chez moi dans mes bureaux ou chez le client. Voilà, c'est une forme un peu de coaching, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on co-construit. Moi, j'arrive pas avec une certitude en vous disant non, votre truc va pas marcher ou oui, votre truc va marcher. Moi, je suis là que pour épauler, mais je suis là pour vous donner vraiment toutes les clés de lecture et pointer du doigt ce qui peut être un peu fragile, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, typiquement. Si vous arrivez avec un business model sur lequel vous n'avez qu'un seul produit à proposer, je vais vous dire attention, c'est un peu bancal parce qu'il va falloir derrière penser à avoir des relais derrière, des relais de croissance. Il va falloir penser à avoir un produit qui va peut-être pouvoir fidéliser votre cible ou capter de nouvelles personnes, ou attention, est-ce que c'est un produit juste, un effet de mode, et qu'est-ce qui se passe demain une fois que la mode est passée? Bon, voilà, c'est vraiment vous donner toutes les clés de lecture, vous solliciter, c'est à mi-chemin entre le conseil et le coaching. Enfin, on est vraiment sur ces aspects-là. Donc oui, on utilisera plein de techniques marketing, mais c'est aussi pas mal de ping-pong entre vous et moi. Ok, alors du coup, j'ai une question. Alors, je vais y répondre de Sébastien Barre, qui a un apport de 20 000 euros. Et en gros, quel montant? Bref, c'est du financement, mais en tout cas, tout à l'heure, on en parlait, mais en fait, en général, il faut pas aussi oublier les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur sont aussi des outils une somme d'argent qui peut aider l'entrepreneur pour faire un effet de levier auprès des banques. Pour que les banques puissent investir. En général, les banques, je la fais un peu courte, mais ils demandent entre 20 à 30% des ressources. Et aussi, de Sébastien, est-il possible de faire une landing page alors que le produit est une web application? Oui, tout à fait, c'est possible parce que c'est un produit, mais si c'est un service, ça marche aussi. Hein. C'est bien d'avoir du feedback, de voir si les gens vont, je sais pas, n'importe quoi, ils vont télécharger la version bêta, ils vont donner leur avis. Enfin, bien sûr, je pense que c'est possible. Ouais, c'est vraiment important de créer ce premier contact finalement avec votre public parce que c'est une occasion unique finalement pour vos clients potentiels de commencer à toucher un petit peu du doigt ce que vous allez vendre, proposer. Donc vraiment cette étape-là, elle est assez cruciale. Ouais, une question de Anne Pirio.
Une boutique éphémère peut être un moyen de tester son idée. La création de celle-ci répond-elle aux mêmes obligations réglementaires qu'une création dans la durée? Je ne sais pas si vous voyez la question, Benoît. Alors, je ne la vois pas, mais disons que la boutique éphémère, oui, c'est une super bonne idée, hein. Les pop-up stores en anglais, les boutiques éphémères en français, c'est des magasins que vous allez louer pour 1, 2, 3, 4, 5 journées. Alors, vous vous arrangez pour prendre ça dans des endroits passants. Mais c'est vrai que c'est la technique idéale pour que les gens connaissent votre marque. Je ne sais pas si vous lancez demain une marque de vêtements, d'objets de décoration d'intérieur. Bon, c'est difficile de les toucher sur Internet. Là, le fait d'avoir une boutique éphémère, ça permet vraiment de créer un peu encore un terme anglais, je suis désolé, mais enfin, c'est les early adopters, les personnes qui vont pour la première fois aller découvrir votre produit, le toucher, voir la qualité, qu'est-ce qui se cache derrière. Et finalement, ce sont eux qui vont devenir vos prescripteurs, qui vont parler de votre produit. Donc, vraiment, les magasins éphémères, oui, c'est aussi un moyen de tester, de faire participer, d'écouter, d'entendre un petit peu ce que dit votre public, vos consommateurs, vos clients, et éventuellement d'ajuster par la suite. Et puis, je vous dis, c'est un moyen unique d'aller à la rencontre de ces clients, surtout si vous visez demain une commercialisation uniquement par Internet. Le fait d'avoir une boutique éphémère quelques jours par an, c'est un bon moyen finalement de privilégier quelques clients en leur disant on vient à votre rencontre et vous allez pouvoir voir nos produits ou nos services. Ouais. Alors peut-être dernière question, parce que Guillaume, mon collègue, me tanne, de Karine Degré. Avec le MVP, est-ce qu'on ne risque pas de faire un buzz négatif avec un produit non abouti, du coup, et se faire griller? Faut-il utiliser un nom différent dans ce cas? Alors, le MVP, c'est quand même un produit qui est testé de A à Z chez vous, par vos équipes. Il faut que techniquement, quand même, déjà, le produit ne déçoive pas, qu'il fonctionne le jour J, parce que si vous mettez une application, un service digital, technique ou autre en ligne, il faut quand même que vous ayez fait les travaux de vérification, d'efficacité, de résistance, bon voilà. Après, le MVP, le fait de tester, c'est vraiment aller à la rencontre de son public pour voir comment on peut l'améliorer. Mais il faut quand même qu'on ait déjà un certain niveau de qualité. On ne fait pas du MVP en disant bon voilà où j'en suis. On ne transforme pas le consommateur en coéquipier, hein. Disons que c'est pas au consommateur de faire le boulot de vos équipes et de développer davantage ou de dire attendons, là il y a un bug sur le site, là tel lien il marche pas. Non, c'est pas le rôle du public. Il faut quand même que vous ayez une solution un peu aboutie. Ok, Benoît, merci beaucoup. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être présents, nombreux encore aujourd'hui. Vous aurez bien sûr accès au replay et au support de présentation très très prochainement, et notamment dans la prochaine newsletter. Donc voilà, donc un grand merci à tous. Est-ce que Benoît, peut-être un dernier mot? Déjà, vous remercier pour cette intervention. J'espère que ça a été utile et que si vous avez retenu au moins une ou deux choses de ce qu'on a dit ce matin, Jean-Michel et moi, je pense que ça sera déjà super bien. J'espère que ça pourra vraiment vous aider dans l'avenir. Et peut-être un ou deux conseils qui me viennent en tête. Mais déjà, est-ce que ne pas vouloir attendre trop longtemps, parce que je rebondis sur le dernier point, nombre de personnes se disent je vais essayer de peaufiner, de vouloir faire en sorte d'avoir le site internet, le produit, la prestation la plus parfaite possible. Attention, parce que la perfection n'existe pas ou quasiment pas. Donc, vouloir attendre, c'est jamais le bon moment. Donc, il y a un moment où effectivement, il faut se lancer et ajuster et venir essayer de corriger, de peaufiner. Ça, c'est un point. Et le deuxième point aussi sur lequel je voulais rebondir, c'est est-ce que c'est le bon moment? Ça aussi, ça fait partie des questions que j'ai pu voir tout à l'heure rapidement ou que j'entends au quotidien avec mes clients. Est-ce que c'est le bon moment? Il y en a qui vont se dire oui, là on traverse une crise alors économique, sanitaire, est-ce que c'est le bon moment pour se lancer? Ou après tout, quand l'économie va bien, je suis bien au chaud dans mon boulot, est-ce que c'est le bon moment? Bref, il n'y a jamais de bon ni de mauvais moment, c'est vraiment à vous
de vous lancer quand vous vous sentez prêt de manière personnelle. Et je dirais qu'en ce moment, c'est un très bon moment pour se lancer parce que ce sont dans les périodes de crise où on a les meilleures opportunités. Donc, c'est là où tous les grands équilibres se bousculent, les grands équilibres bougent. Donc, s'il y a bien un moment lors duquel se lancer, c'est en ce moment. Benoît, merci beaucoup pour ces derniers mots et conseils. Merci Jean-Michel. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.